Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est bien sûr la controverse entourant la nomination d'Amira El-Gawabi au poste de représentante fédérale à la lutte contre l'islamophobie qui a marqué cette rentrée parlementaire. Le premier ministre Trudeau s'est retrouvé sur la défensive alors que les conservateurs et les bloquistes ont réclamé sa démission, tout comme le gouvernement de François Legault à Québec. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance de La Presse, Catherine Lévesque du National Post et Althia Raj du Toronto Star. Alors, bonsoir à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver en studio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Donc, ça a été vraiment, je le disais, une semaine mouvementée. Toute l'affaire Amira El-Gawabi. Bon, les conservateurs ont réclamé sa démission, le Bloc québécois, le gouvernement du Québec également. Même Pablo Rodriguez, le lieutenant des libéraux au Québec, n'est pas content. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de cette controverse par Justin Trudeau? Bien, j'ai comme l'impression que M. Trudeau s'est tiré carrément dans le pied. L'intention était bonne de créer un bureau pour lutter contre l'islamophobie, sauf que la personne qui a été nommée, je pense que les gens responsables de faire les vérifications d'usage pour s'assurer qu'elles soient conformes et que ça passe comme une lettre à la poste, n'ont pas fait leur travail comme du monde. Et ça a apparu par la suite parce qu'on a déterré plein d'écrits de Mme Amira El-Gawabi qui font en sorte aujourd'hui que le Québec ne veut pas qu'elle soit nommée. Donc, il y a une fracture au sein du pays. Ça a créé une crise politique que doit gérer M. Trudeau, une crise qui pourrait avoir des retombées politiques. J'ai bien hâte de voir le prochain sondage au Québec. Si M. Trudeau a perdu des plumes à la suite de cette controverse, on verra. Mais M. Trudeau, je pense, doit faire acte de contrition et reconnaître que cette affaire a été mal gérée. Althia, sur la gestion de cette crise-là par le Bloc québécois. Bon, M. Blanchette a commencé par demander une rencontre avec Mme El-Gawabi. Ensuite, elle s'est excusée. Il a demandé sa démission. Par la suite, il a même demandé l'abolition du poste. Qu'est-ce que vous décodez dans la gestion de cette affaire-là par le Bloc québécois? Bien, je dirais deux choses. Premièrement, je trouve que ça a démontré une belle maturité des deux côtés. Le fait que M. Blanchet n'est pas sorti immédiatement pour dire qu'elle devrait donner sa démission et puis que le poste n'avait pas rien à faire avec le gouvernement fédéral, le fait qu'il a démontré une ouverture, le fait qu'elle a démontré une ouverture de le rencontrer aussi, qu'elle s'est excusée, je trouve que ça a été une belle marque de maturité des deux côtés. La deuxième chose que je dirais, c'est que n'importe quoi qu'elle aurait pu faire, cette madame-là, le Bloc n'aurait jamais été content. Puis le gouvernement n'aurait jamais trouvé quelqu'un à un poste pour combattre l'islamophobie qui avait écrit ou dit quelque chose qui n'était pas négatif envers la loi 21. Ça n'existe pas, cette personne-là. Alors, n'importe quoi, M. Blanchet aurait dit la même chose, puis franchement, il ne peut pas faire autrement parce que l'Assemblée nationale a dit non. Alors, il ne peut pas dire oui. Catherine, du côté des conservateurs, vraiment, Pierre Poilievre a été le plus vite à réagir. Dès qu'on a annoncé la nomination de Mme El-Gawabi, il a demandé sa démission. Qu'est-ce que vous voyez dans la stratégie de Pierre Poilievre? Depuis, c'est l'homme invisible. Il n'en parle pas trop. Je crois que vraiment, donc oui, il a réagi, il a demandé sa démission. Finalement, il s'est un peu, il a dit, il s'est un peu moqué de Justin Trudeau. Et bon, ça rentre dans son narratif de tout est brisé. Vous voyez, Justin Trudeau a nommé quelqu'un pour lutter contre l'islamophobie qui a elle-même des préjugés. Donc, ça entrait dans son narratif actuellement. Mais en même temps, bon, depuis, il n'ose pas trop s'engager dans ce débat-là. On sent que vraiment, d'un côté, je pense qu'il tente de ne pas trop fâcher le gouvernement Legault. Et il veut être dans la même lignée que lui, que le gouvernement du Québec, et plaire aux nationalistes québécois au sein de son caucus. Mais d'un autre côté, il ne veut pas se mettre à dos les députés ontariens. Il veut en même temps tenter d'avoir plus d'appui en Ontario. Il vise vraiment les communautés culturelles là, dans le Grand Toronto. Donc vraiment, là, je pense qu'il ne veut pas trop s'immiscer dans ce débat-là. Et c'est honnêtement sur le plan stratégique peut-être la bonne chose à faire. Parce que tout ça survient au moment où un nouveau sondage Abacus nous montre que finalement, les conservateurs sont en avance sur les libéraux à l'échelle du pays par 8 points.
8 points, c'est quand même assez important. En fait, il y a juste au Québec où les conservateurs ne sont pas en avance. Joël Denis, vous parliez il y a un instant justement de l'effet de toute cette affaire dans les sondages au Québec. Qu'est-ce qu'on peut anticiper comme impact justement au Québec? Quand on parle des questions identitaires, comme c'est le cas en ce moment, ça profite largement toujours à un seul parti, le Bloc québécois, qui mise beaucoup là-dessus sur la nation québécoise et le peuple québécois et la langue française. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un transfert de vote entre le Parti libéral et le Bloc québécois, parce que c'est là où les transferts se font naturellement lorsqu'il est question d'identité. Par contre, je vous dirais que le sondage doit envoyer un sérieux avertissement à M. Trudeau et aux libéraux, parce que c'était pas prévu qu'on commence l'année avec une session parlementaire aussi mouvementée et que des sondages, l'un après l'autre, démontrent que le Parti conservateur est en tête en ce moment. Ça peut changer. Le Parti libéral est un parti de pouvoir. Il a encore beaucoup de munitions dans sa besace, sauf que le gouvernement Trudeau fait face à un problème de taille, c'est-à-dire qu'il amorce sa 8e année au pouvoir. On a entendu souvent cette phrase. Et donc, l'usure du pouvoir fait son œuvre. Donc, c'est plus difficile de combattre ça, combattre le désir de changement que n'importe quelle autre chose. Parce qu'elle tient 8 points d'avance. C'est la plus forte avance depuis que les libéraux sont au pouvoir en 2015, la plus forte avance pour les conservateurs. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Pierre Poilievre est en train de gagner du terrain? Oui, je dirais même qu'on frôle aux 37 un gouvernement majoritaire. Oui, alors, je ne suis pas convaincue que c'est quelque chose que M. Poilievre lui-même a fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent enlever des plumes au gouvernement libéral, pour voler une phrase de Joël Denis. L'inflation, les taux d'intérêt, la crise des passeports, la crise dans les aéroports de l'été dernier qui s'est reflétée encore cet hiver. Il y a un sentiment que les rôles traditionnels que le gouvernement fédéral devrait faire, il ne les fait pas très bien. On peut ajouter aussi en immigration un backlog incroyable. Alors, je pense que M. Poilievre, il est très bon, surtout sur les questions économiques. Puis, il commence à démontrer que c'est la faute du gouvernement fédéral. Ou en fait, c'est ça qu'il dit. C'est peut-être pas vrai, mais que les problèmes que les gens vivent tous les jours, le fait que les jeunes ne peuvent pas s'acheter une maison, que acheter un appartement ou louer un appartement, pardonne-moi, à Toronto, ça coûte 2 500 $ par mois, c'est épouvantable. Le fait qu'il y a des crimes dans les métros à Toronto, qu'il y a un sentiment que oui, ça ne fonctionne pas. Pour M. Poilievre, tout est brisé, mais je pense que ça vient rechercher des gens qui ne sont pas traditionnellement des conservateurs. Les jeunes, par contre. Les gens qui ont voté libéral dans le passé, mais là, qui se sentent que M. Trudeau, il dépense trop et qu'il n'est pas sur la bonne voie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment M. Poilievre qui est la cause de ce pointage-là, mais je pense qu'il en bénéficie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment comme très fatigués avec le gouvernement libéral. Un ensemble de circonstances, comme vous dites, Althia. Je vais terminer avec l'autre controverse de la semaine, évidemment, l'affaire McKenzie. On apprend que les contrats finalement accordés à la firme McKenzie ont explosé sous les libéraux. Catherine, jusqu'à quel point c'est un problème pour le gouvernement de Justin Trudeau que le recours à cette firme? Écoutez, il y a l'étude en comité parlementaire actuellement et j'ai l'impression que ça devient de moins en moins un problème. Le plus qu'on commence à creuser, à gratter, en fait, on se rend compte que le problème, c'est pas vraiment McKinsey. C'est l'ampleur des contrats dans la fonction publique, les contrats qui sont donnés à des firmes de consultants. Et McKinsey, là, c'est une goutte d'eau dans un océan de contrats. Donc, hier, il y avait cette comparution très attendue de Dominic Barton, ancien ambassadeur en Chine, mais aussi ancien grand patron de McKinsey pour la section globale de la compagnie. Et vraiment, le narratif qu'on entend, encore une fois, des conservateurs, mais c'est de dire, Dominic Barton, c'est grâce à lui, finalement, qu'il y a de plus en plus de contrats de McKinsey dans la fonction publique et qu'il est aussi un ami personnel de Justin Trudeau. Justement, il l'a nié. On voit vraiment que les arguments des conservateurs de l'opposition, de façon générale, ont fait un peu patate hier. Donc, j'ai l'impression que les conservateurs tentent encore de se faire du capital politique là-dessus, mais vraiment, là, ça fait de moins en moins de vagues et j'ai pas l'impression que ça va être un gros problème là, en allant de l'avant. Rentrée parlementaire mouvementée, et ça va l'être également la semaine prochaine, rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé. On aura l'occasion de s'en reparler. Joël Denis, Catherine Althia, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.
La situation s'enlise en Haïti alors que le pays traverse une des pires crises humanitaires de son histoire. La violence des gangs armés qui terrorisent la population entraîne un niveau d'insécurité sans précédent. Pendant ce temps, le Canada fait toujours l'objet de pression pour prendre la direction d'une intervention militaire en Haïti. J'en ai discuté avec l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, qui fut envoyée spéciale de l'UNESCO dans le pays de 2010 à 2014. Bonjour, Madame Jean. Bonjour Esther. Vous êtes née en Haïti, c'est le pays de vos racines, un pays que vous connaissez très bien, où vous avez encore des attaches. Je vous demanderai d'abord comment vous réagissez, vous, à cette grave crise humanitaire, crise politique, crise sociale que traverse Haïti actuellement? Je pense que c'est une situation absolument tragique. C'est une situation où les personnes vivant en Haïti, et de mes proches également, sont constamment, atterrés par l'insécurité. Se déplacer dans la capitale est devenu impossible. Des tâches que l'on pourrait croire banales et quotidiennes sont devenues un tour de force. Les organisations criminelles ont pris totalement le contrôle de la capitale. Le kidnapping est devenu une plaie terrible et personne n'est à l'abri. Moi, je suis en contact quotidien avec Haïti. Je suis capable d'en sonder le drame et c'est, je n'ose pas dire désespérant, mais gravissime. On est face à une situation je dirais aussi de non-assistance à personne en danger. On sait, Madame Jean, que le Canada subit actuellement de la pression de la part des États-Unis, notamment, pour prendre le contrôle d'une intervention militaire internationale pour permettre l'aide humanitaire et tenir aussi des élections en Haïti. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée d'une intervention militaire qui serait dirigée par le Canada? Écoutez, je comprends que la communauté internationale est embarrassée. Le secrétaire général de l'ONU a même récemment demandé, lors de la toute dernière réunion du Conseil de sécurité, d'envisager le déploiement de troupes, d'une force internationale pour établir l'ordre et la sécurité. Je pense qu'il est clair que la police nationale haïtienne est incapable et n'est pas entraînée non plus pour venir à bout de ces organisations criminelles et de leurs activités de terreur. La preuve en est faite. Elle est aussi fortement infiltrée, cette police, et c'est le grand drame. Vous savez que l'un des principaux chefs de gang en Haïti, le fameux cerisier surnommé Barbecue, en raison de sa façon de semer la terreur par le feu, les armes, le viol, est un ancien de la police nationale. Donc vous imaginez. Et bon, les États-Unis ont essayé de convaincre le Canada d'assumer ce leadership et de mobiliser d'autres pays de la région, peut-être pour cette tâche, je dirais, de rétablissement de l'ordre. Le Canada est réticent à le faire. Et les Haïtiens se méfient également. Vous savez, la mission internationale des Nations Unies pour la stabilité en Haïti s'est soldée par une catastrophe. Elle a été un échec et on s'est même retrouvé en raison de la promiscuité de toutes ces troupes envoyées en Haïti avec une épidémie gravissime de choléra, un mal qui n'existait pas dans le pays, et l'ONU a dû admettre que le choléra avait été introduit aussi par certains régiments de la MINUSTAH, donc de cette mission. Donc, et en même temps, les Haïtiens se disent qu'il faut une solution plus durable parce que une fois la MINUSTAH sortie du pays, je veux dire, le problème est resté entier. Donc, une police nationale qui n'est pas en mesure, ni entraînée pour régler la crise, en venir à bout, je pense que on en est certainement face à l'évidence qu'Haïti ne peut pas s'en sortir seul et voilà, et qu'il va falloir un soutien international à cet égard. Mais il faut terminer les termes. Oui, c'est ça. Parce que le premier ministre Trudeau affirme que son gouvernement va agir sur la base de la volonté des Haïtiens. Qu'est-ce que souhaitent justement les Haïtiens? La solution passe par quoi, selon eux? Alors, formellement, il faudrait que le premier ministre en fasse la demande. Le premier ministre Ariel Henry, qui, comme on le sait, a été installé
par la communauté internationale. Il n'est pas élu, il avait été, envisagé de servir comme Premier ministre du président Jovenel Moïse juste avant son assassinat, mais il n'est jamais entré en fonction à ce titre. Donc, il en a fait la demande. La demande n'a pas été nécessairement reçue, comme on le sait, ni par le Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu de réponse favorable à cet égard. Et je dirais que les Haïtiens eux-mêmes, je le disais tout à l'heure, se méfient parce que dans leur histoire, ils ont connu une occupation américaine. Ouais. Et aussi, il y a une érosion de la confiance envers la communauté internationale. C'est-à-dire que les Haïtiens ne veulent pas nécessairement voir... sont dans un embarras énorme. Ils ne veulent pas retomber dans cette situation qui a été extrêmement traumatisante dans l'histoire du pays. Et en même temps, ils se retrouvent complètement exposés à une situation d'insécurité gravissime. Mm-hmm. Donc, ce que la société civile dira très souvent, parce qu'il y a eu quand même, après l'assassinat de Jovenel Moïse, du président Moïse, une mobilisation de la société civile pour une option de sortie de crise avec un mécanisme en s'adossant un peu à certaines directives inscrites dans la Constitution haïtienne, de formation d'un gouvernement de transition qui organiserait les élections et aurait la crédibilité pour le faire. En même temps, la communauté internationale n'a pas vraiment prêté l'oreille à cette mobilisation venant de la société civile. Oui. C'est que elle demande que, par exemple, les termes de toute collaboration ou de toute participation venant de la communauté internationale pour une résolution de la crise soient établis de manière en toute réciprocité et établis avec les Haïtiens. Donc, quand on demande aux Haïtiens d'en arriver à un consensus, il faut savoir aussi qu'en retour, l'on demande un mécanisme de transparence qui permette à Haïti d'être partie prenante de ce que la communauté internationale peut établir comme option pour venir en aide face à cette situation d'insécurité terrible. Je veux vous entendre sur le rôle de certains membres de l'élite haïtienne auprès des gangs armés. Ottawa a sanctionné des membres de l'élite haïtienne qu'il considère comme responsables ou encore complices des violences subies par la population en Haïti. Quel est le rôle de certains membres de l'élite dans la crise actuelle? Alors, il faut dire que le règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti impose des restrictions, donc des gels des avoirs, impossibilité d'effectuer des transactions portant sur un bien où qu'il soit, gèle aussi les services financiers à ces personnes. Mais ces sanctions, pour plusieurs, et plusieurs l'estiment, viennent beaucoup trop tard, parce que tous ceux qui sont touchés par ces sanctions, parce que soupçonnés d'avoir financé, soutenu ou participé à des trafics d'armes, de stupéfiants, de personnes, ont été longtemps aussi tolérés par la communauté internationale, qui a frayé avec ces personnes qui, voilà, jouissent d'un certain pouvoir d'influence réel, ces personnalités richissimes, qui agissent en Haïti. Il faut savoir qu'on a beaucoup flirté avec eux. Hein. En terminant, Madame Jean, dans une lettre ouverte qui a été publiée récemment, vous avez dit que le temps presse, évidemment, pour Haïti, que le pays est en danger. Est-ce que vous croyez toujours en un pays pacifique et prospère pour Haïti? Écoutez, Haïti, comme je vous le décris, est aux prises avec une situation qui afflige aussi quantité d'autres pays de la région. Bon, alors, en même temps, la solution pour Haïti passe par probablement une coopération forte pour lutter contre ce drame, pouvant venir de pays qui ont su résoudre ce problème, en collaboration avec les Haïtiens eux-mêmes, en collaboration avec même ce qu'il reste de bons éléments au sein de la police haïtienne, parce qu'il faut aussi avoir une espèce d'attention et de mécanisme pour identifier, je veux dire, la situation d'infiltration des organisations criminelles au sein de la police. Donc, tout ça demande de la coordination, de bonne volonté et aussi de la vérité, parce que la responsabilité, elle est
partagé. Il faut que la communauté internationale aussi reconnaisse que certaines de ces décisions ont créé aussi cette situation de grande confusion, de démantèlement finalement de la démocratie en Haïti, de perte de souveraineté, et que l'on puisse s'asseoir à la table en se disant, bon, OK, on est face à cette galère ensemble et avec des responsabilités que nous devons assumer ensemble. Parce que nous avons eu aussi, je dirais même nous, le Canada, vous savez, établir des relations de proximité sans porter trop d'attention finalement aux vices de malgouvernance. Donc là-dessus, si on n'arrive pas à cet exercice de vérité, je veux dire, comment penser une solution ensemble et exiger que finalement que cette prise de responsabilité soit uniquement de la part du côté haïtien et que de notre côté à nous, à l'international, nous ne fassions pas notre acte de foi. Vous savez, c'est important. L'exercice de vérité est essentiel. Essentiel. Très honorable Michaëlle Jean, je rappelle que vous avez été 27e gouverneur général du Canada, ex-envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti. Merci beaucoup de votre témoignage, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et enfin, le plus ancien carnaval d'hiver au monde, le Carnaval de Québec, a pris son envol en fin de semaine. Et pour l'occasion, la très populaire émission matinale américaine, le Today Show du réseau NBC, s'est déployée dans la vieille capitale. Les animatrices Oda Codby et Jenna Bush ont donc présenté leur émission en direct de Québec, jeudi et vendredi. Le Today Show attire plus d'1,5 million de téléspectateurs chaque jour. J'ai profité de cette occasion pour faire le point sur la relance post-pandémie de l'industrie touristique au Canada avec le ministre Randy Boissonnault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Le très populaire Today Show qui débarque donc à Québec pour l'ouverture du carnaval, évidemment, c'est une très belle visibilité. Quel impact ça a, selon vous, sur la notoriété du Carnaval de Québec? Mais je pense que ce qui est important du festival même, c'est que c'est le plus grand festival d'hiver au monde. Et pour notre gouvernement et pour moi comme ministre du Tourisme, c'est très important qu'on valorise des festivals et des attractions comme le Carnaval d'hiver qui encouragent les gens de venir nous visiter en plein hiver. Ouais. C'est pas une question ici au Canada de parler de l'été, c'est une question de faire certain que les gens de travers le monde veulent venir ici découvrir tout ce que le Canada a à offrir en plein hiver, et le Québec est maître au niveau mondial à le faire. Oui. Le Carnaval de Québec, évidemment, c'est une longue tradition culturelle et festive. Oui. Ça remonte à plusieurs décennies à Québec. Ça représente des retombées économiques qui sont très importantes. En 2019, c'était d'environ 40 millions de dollars, 600 emplois, je devrais dire. Évidemment, avec la pandémie, les organisateurs avaient dû s'ajuster. On avait, entre autres, annulé les traditionnels défilés. Oui. Jusqu'à quel point le Carnaval de Québec a souffert de la pandémie? Mais regarde, le Carnaval d'hiver est emblématique de ce qui est arrivé à travers le système de tourisme, notre écosystème, si je peux le dire. Regarde, les chiffres ont tombé en moitié. Ouais. Il fallait arrêter les frontières, il fallait fermer les frontières, les lignes aériennes les avions ne partaient plus. Et donc, on a perdu dans certaines régions du pays 2-3 ans de nos festivals préférés, et entre autres le Carnaval. Et ça, c'est pourquoi moi, ministre Duclos, le député Joël Lightbound, sommes venus à Québec pour annoncer 3,8 millions de dollars avant Noël pour que cette instance du Carnaval puisse vraiment prendre ses forces. Et ce qui est intéressant dans tout le secteur du tourisme, c'est, si on regarde les chiffres en décembre, même en septembre déjà, on était entre 85 et peut-être jusqu'à 94% des niveaux de 2019. Et ça, c'est une année à l'avance de ce que les gens prévoyaient. Donc, pour moi, le succès dans ces prochains 10 jours du Carnaval de Québec va être très important comme signal de ce à quoi nous pouvons s'attendre pour tout le système de tourisme d'ici dans les mois à venir. L'année 2023 va être très important pour le tourisme au Québec et aussi à travers le Canada. Oui, parce qu'on se demande justement jusqu'à quel point l'industrie touristique au Canada s'est relevée de la pandémie. On se sort à peine de la pandémie. On en est où exactement? Est-ce qu'on se relève graduellement?
Regarde, pour moi, c'est une question de ne plus parler de la survivance, mais de la croissance. Ouais. Et ça, c'est pour moi, je suis vraiment misé sur cette question d'élaborer notre stratégie fédérale pour la croissance du secteur tourisme. Et on a un peu de, si je peux utiliser le terme, Esther, on a un peu un sentiment des gens à travers le monde de tourisme de revanche. Ils ont été renfermés dans leur cabine pour 2 ans et là, ils disent, là, je vais aller au Canada, là, je vais aller voir les ours polaires, là, je vais aller voir le Carnaval de Québec parce que j'ai pas pu dépenser mon argent et là, je veux venir parce que je veux faire les grands trajets. Et pour certaines personnes à travers le monde, des milliers de gens, le Canada est exotique. On est cette place où les gens veulent voir comment on peut vivre toute une année presque en plein hiver. Et si on ajoute à ça les expériences autochtones, l'expérience des villes, tout ce qu'on peut offrir aux gens en ruralité, vraiment, la première fois que les gens viennent visiter le Québec et le Canada, ils reviennent en moyenne 4 et 5 fois après. À la lumière de ce que vous observez quand même, est-ce qu'il y a des dommages qui vont être permanents dans le secteur de l'industrie touristique au Canada? Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne vont pas s'en remettre? C'est une très bonne question. Je pense que je peux dire avec clarté, il y a des gens qui ont quitté le secteur qui vont jamais retourner. Et donc, la question de main-d'œuvre, c'est une grande question. Ouais. Et ça, c'est pourquoi je travaille avec mes collègues. Et Esther, pour que vous puissiez comprendre, c'est moi et 23 autres ministres qui touchent le secteur du tourisme. Donc, pour moi, c'est vraiment d'avoir un mécanisme de coordination à travers notre système pour que je puisse travailler avec ministre Qualtrough, ministre Fraser de l'immigration, pour que je puisse travailler davantage avec ministre Pablo Rodriguez sur la question du patrimoine canadien. Et si on peut faire ça, là, on peut faire certain qu'il n'y a plus de dégâts de la pandémie et qu'on est en plein mode de croissance. Ça, c'est ma mission comme ministre du Tourisme. Ouais. Vous parlez justement de pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, il y a les hôteliers qui demandent, entre autres à Ottawa, de simplifier, accélérer les procédures pour faire venir au Canada les travailleurs étrangers, parce que pour le moment, ça peut prendre de 6 à 8 mois. Pourquoi ça prend encore autant de temps avant de voir des résultats sur le terrain? Je pense que en ce qui concerne l'immigration, comme vous savez, Esther, au Québec, c'est une compétence provinciale. Et pour moi, c'est de continuer à faire certain qu'on a la main-d'œuvre ici, au Québec et au Canada. Et ça, c'est une question d'attirer les jeunes. C'est une question vraiment d'ouvrir la compétence de toutes les personnes autochtones. Et comme vous avez dit, les immigrants qui sont venus et de combler toutes ces lacunes dans le marché avec des travailleurs à l'étranger. Ça, c'est pourquoi cette question de coordination dans le système est très importante. Et j'entends beaucoup des parties prenantes de les défis qu'ils ont. Mais ce secteur sont des optimistes et nous sommes très optimistes pour 23 et 24 pour le secteur du tourisme au Québec et à travers le pays. On va se laisser sur ces paroles optimistes. Randy Boissonneau, ministre canadien du Tourisme, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.